Bonjour à tous, bienvenue au podcast Expérience 4.0, une nouvelle saison. Je suis accompagné d'Anthony Lacoste et aujourd'hui, on va parler des tendances du CRM, de son évolution. Ça a parti d'une base de données, puis c'est rendu que c'est un écosystème intégré avec l'intelligence artificielle. Donc, on va toucher quand même tous les concepts au sens large de l'évolution du système CRM. Donc, sur ce, je vous dis bon podcast. Bonjour, Monsieur Tony, comment vas-tu? Salut, ça va toi? Ben oui, bien oui, mais une nouvelle saison. C'est quand même agréable de relancer le podcast Expérience 4.0 là, en tant que compagnie avec une nouvelle formule où on va faire des capsules un petit peu plus, je dirais, techniques, internes, avec les membres de l'équipe. Là, t'es mon premier compatriote là, sur la lancée des prochains épisodes. Dans un premier temps, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui embarquent dans la nouvelle saison, qui ne nous connaissent pas nécessairement, on va s'introduire dans un premier temps. Donc, 100%. je te laisse t'introduire dans un premier temps. De mon côté, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas déjà et qui se joignent à nous sur le podcast, c'est Anthony Lacoste, donc je suis architecte de solutions chez Lacoste et également associé, donc tout ce qui touche les opérations. Donc, on va parler concret et terrain. Tout à fait, tout à fait. De mon côté, Simon Lemire, je suis responsable du développement des affaires, associé aussi avec Anthony. Ça va faire un petit peu plus de 7 ans là, qu'on a parti ça, Anthony et moi. Donc, vraiment, mon rôle dans l'organisation, c'est tout ce qui touche les ventes, le développement des affaires, les partenariats, puis le volet marketing également. Donc aussi, c'est une initiative au niveau du podcast qu'on a lancé il y a quand même quelques années. Ça va faire pratiquement 2 ans qu'on n'a pas fait d'épisode, donc on est un peu rouillé. Ouais, un peu rouillé. Ça se peut qu'on ait un peu de la misère pour cette première-là, mais ça devrait bien aller. Ça devrait se passer, ça devrait se passer. Sautons dans le vif du sujet. L'idée, c'est qu'encore une fois, je le répète, c'est d'être concret, c'est d'être technique, c'est d'aller droit au but. Évidemment, on va recevoir des invités en cours de route, mais là, soyons quand même assez précis dans le sujet. Les tendances et l'avenir du CRM. C'est quand même un sujet assez large. Le fameux système de gestion de la relation client, c'est un système qui est non négligeable aujourd'hui pour toutes les entreprises. Je pense qu'à l'époque, c'était vu comme une simple base de données. C'est Ouais. parti de rien. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui naviguent encore sur des fichiers Excel. Ils vont se reconnaître, ils vont faire ouais, ça marche, mais c'est peut-être pas optimal. Malheureusement, encore trop. Trop. On va en parler. Mais je pense que c'est important d'aller plus large dans ce premier épisode, surtout qu'on relance la saison. Chez Lacoste, on est une firme d'intégration. On fait de l'implantation du CRM HubSpot de manière plus précise. Mais avant de sauter direct dans qu'est-ce qu'est HubSpot, c'est quoi ce système-là, j'ai-tu besoin de HubSpot, j'ai-tu besoin de Salesforce, c'est de comprendre le CRM au sens large, où est-ce qu'il s'en va, puis je pense qu'il y a des quick wins à aller chercher très rapidement. Donc, c'est un peu l'idée de parler de ça. Puis je sais que toi, ça fait longtemps que tu navigues dans le CRM aussi. Là, si on recule, il y a quand même plusieurs années. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, l'évolution que tu as vue du CRM au fil des années. Puis ça peut être même juste vu dans les 10 dernières années, ça peut être dans les 5 dernières années. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution, à vrai dire, au sens large? Ouais, mais il y en a eu quand même beaucoup, honnêtement. Ça a même commencé en fait, à une époque où j'étais probablement, peut-être même pas encore né ou tout presque. Tu sais, ça part de loin, ça comme tu l'as dit, à la base, c'est vraiment juste une base de données avec un interface au devant. C'est à partir de l'idée, en fait, de devoir juste gérer, suivre ses ventes, comme communément appelées, donc les fameux deals, suivre son pipeline. Puis c'est encore vrai à ce jour, ça n'a pas changé. Néanmoins, il y a quand même plusieurs éléments qui sont rajoutés en cours de route. Tu sais, si on recule, quand on a commencé dans les débuts de l'entreprise, je me rappelle, si on regarde HubSpot spécifiquement, qu'à ce moment-là, il était encore le petit frère grandissant à côté du grand Salesforce. C'était une plateforme qui était davantage marketing. Donc, à l'époque, tu sais, pour répondre à ta question, je pense qu'on retrouvait de plus en plus de plateformes peut-être individualisées vraiment dans des fonctions précises. Donc, on avait des très bonnes plateformes en marketing automation. On avait des excellents CRM. Pas pour rien qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'équipes, des grandes entreprises en fait, là, qui avaient HubSpot en termes de marketing automation, malgré le fait que Salesforce avait une solution également. Puis ils venaient connecter ça avec leur CRM Salesforce. Donc, on le voyait beaucoup à l'époque parce que, bon, à ce moment-là, HubSpot n'était pas assez puissant. On le voyait aussi chez d'autres CRM. Ça peut être même le cas avec du Zoho de ce monde et d'autres grands joueurs. Ce qui s'est passé en cours de route, c'est que de plus en plus, les gros joueurs, on va parler, mettons, de Zoho, HubSpot, Salesforce, j'en oublie peut-être un ou deux, mais c'est les principaux qu'on voit actuellement dans les PME, grandes PME, surtout ici au Canada.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions, donc il y a eu beaucoup de rachats. Donc, ceux qui ont développé plus de fonctionnalités en interne ou ils ont fait l'acquisition de plus petits joueurs pour les intégrer à même leur infrastructure. Puis je pense que c'est là que c'est là qu'on a distingué les bonnes plateformes des mauvaises. Mauvaises, Moins performante, peut-être un mettons. peu rough quand je dis mauvaise, on va dire moins performantes en grandissant. C'est ce qui arrive avec notre fameux Salesforce un peu, puis sans le batcher, parce que c'est une excellente plateforme, c'est robuste, c'est encore très bon pour la très grande entreprise. Cependant, le fait qu'elle ait justement fait tellement d'acquisitions, le produit a été un peu mal intégré avec les années comparativement à HubSpot, puis sans prêcher pour notre paroisse, comme je dis toujours, on aurait pu devenir partenaire de n'importe quel CRM, puis on pourrait toujours le changer demain. Ce que je trouve qu'ils ont vraiment bien fait dans leur cas, en parlant d'évolution, c'est qu'ils ont réussi à vraiment bien intégrer les acquisitions qu'ils ont faites au courant des dernières années, parce qu'ils les rebâtissent tout le temps de A à Z dans le système. Donc, ils ne font pas juste acheter, connecter, puis changer le look and feel. Ils viennent vraiment le rebâtir de A à Z sous, on va dire, leur code base, si on parle un peu plus technique. Donc, ça fait en sorte qu'on a une plateforme qui a une expérience qui est intégrale. On n'a pas l'impression de changer de software en étant connecté dans le même software. Puis ça, bon, ça pouvait arriver de temps en temps. Puis je pense que ça peut encore arriver dans une plateforme comme un Salesforce. Fait que ça s'en va tranquillement vers là, je te dirais, avec des plateformes davantage intégrées. Ouais, des plateformes Ouais. intégrées parce que, tu sais, initialement, c'est parti d'une. Tu sais, on ne va pas se le cacher, un CRM, c'est une base de données. Ouais. C'est parti de ça a évolué. Il y avait entre autres des CRM très précis comme HubSpot quand c'est né, très marketing automation. Salesforce qui est le pionnier, Ouais. on ne se le cachera pas, qui a vraiment bâti plus un concept vente autour du système avec des Je fonctionnalités sais pas si clés. tu savais, mais en fait, c'est le premier CRM cloud-based. En fait, c'est eux autres qui ont Exact. démarré, même ils étaient novateurs sur le modèle SaaS qui aujourd'hui est parti dans plein de sortes de logiciels en mode abonnement. Mais Salesforce ont été pionniers de ce type d'abonnement, de type on va dire, de revenue stream de software. Puis en plus de ça, dans le monde du CRM, c'est quand même assez impressionnant. Il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas, là, mais ils ont quand même fait beaucoup de bien dans l'industrie, là. Même si on n'est pas partenaire avec eux, honnêtement, c'est excellent. Ben, c'est clair, puis on a tendance à penser que le cloud, c'est comme, c'est normalisé, là. En fait, si t'es pas sur le cloud, c'est que tu es un dinosaure, Ouais. tu sais, mais pas tout le monde a encore switché, puis tu sais, ça a fait partie de cette évolution-là, qu'avant, c'était tout ce qui était système on-prem, serveur, tout le kit, puis là, ben, entre autres, Salesforce a amené ce concept-là, juste cloud-based, puis c'est déjà une grande évolution. Pour faire du pouce sur ce que tu as dit, ben, en effet, je pense que les plateformes maintenant un petit peu plus intégrées. Donc, on a un HubSpot qui a ultimement été qui a une naissance plus orientée marketing automation. À 100%. Puis que maintenant, si on le regarde, ben, c'est une plateforme intégrée où tu as des fonctionnalités de vente extrêmement avancées. Tu as des fonctionnalités évidemment de marketing qui y sont restées. Puis tu as le volet aussi service client, donc les fameux départements, ou du moins les modules qui représentent les départements des opérations de revenus, qu'est-ce qui génère du revenu dans une entreprise. Mais c'est des plateformes maintenant qui les possèdent. Puis au même titre que les autres plateformes comme les Zoho, les Pipedrive, les Microsoft Dynamics CRM au niveau du sales, qui les ont également. Puis là, mais c'est là où il va y avoir des Ouais. différences entre les systèmes, mais ils ont tous comme navigué dans la même évolution. Il y a quand même un fun fact aussi que j'ai remarqué dans les dernières années. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était quand même dans nos débuts à ce moment-là, il y avait beaucoup de projets qui venaient de HubSpot ou des entreprises qui étaient sur Salesforce. Puis le projet ou le type de demande principale, je dis qu'on avait, mais chez d'autres partenaires aussi, là, c'était vraiment répandu au sens de l'industrie. C'était des intégrations HubSpot, Salesforce. Puis de plus en plus, ça l'a tourné dans les dernières années vers des migrations de Salesforce à HubSpot. Fait que là, on n'est plus en train de dire on va connecter les deux pour avoir le meilleur des deux. Là, on est vraiment beaucoup plus dans je quitte Salesforce vers HubSpot. Puis pourquoi je mentionne Salesforce spécifiquement? Parce que vraiment, c'est concret, c'est palpable. Il y a une vraie vague d'entreprises, de PME, de grandes PME qui ont en fait abandonné la plateforme pour aller vers, principalement, je te dis, HubSpot est souvent un des choix. On a Zoho qui suit pas très loin, honnêtement. Fait que peut-être qu'on parlera un partenaire Zoho, puis il dirait peut-être la même chose que moi en ce moment. Là. Je peux pas parler pour eux. On n'est pas dans l'environnement Zoho, mais on a vraiment vu le shift en fait de demande, de besoin là, qui est vraiment parti vers plus de la migration que de l'intégration entre les deux systèmes. Là. Puis cette vague-là, tu la raisonnerais de quelle manière, en fait, pourquoi les gens, tu l'as un peu expliqué tout à l'heure, mais pourquoi tu considères que beaucoup d'entreprises, puis même, même, je dirais, de la grande entreprise ou de la grande PME au Québec, là, si on est plus spécifique, font ce switch-là? Mais tu sais, je peux pas parler pour de l'entreprise multinationale parce que c'est pas notre créneau, mais tu sais, pour avoir quand même plusieurs gros clients chez Lacoste,
je pense que ce qui arrive beaucoup, c'est les coûts de des grosses plateformes. Tu sais, on parle beaucoup de Salesforce, mais tu sais, c'est la même chose avec des plateformes comme Oracle, puis ces gros joueurs-là, où ce qu'il y a beaucoup de développement, en fait, c'est que ça te prend vraiment littéralement quelqu'un à temps plein à l'interne pour l'entretenir. Si c'est le cas, que vous avez les budgets, puis que l'entreprise est rendue assez mature pour avoir un petit département de gestion du CRM de 1 à 3 personnes, honnêtement, il n'y aura pas de problème, mais les coûts viennent avec, au-delà des licences et tout. Fait que beaucoup de personnalisation à entretenir. Fait que je pense que les entreprises veulent avoir une solution peut-être un petit peu plus hand-to-hand, sans avoir nécessairement besoin d'une maintenance avec quelqu'un à temps plein. C'est normal de devoir la maintenir, c'est normal d'avoir des améliorations, l'entreprise évolue, les pratiques évoluent, il y a des nouvelles fonctionnalités, on le voit avec nos clients quand on les accompagne sur des plans annuels, ça va, mais on est quand même très loin là, donc d'avoir 2, 3 salaires d'ingénieurs, Salesforce et de programmeurs. Fait que je pense que le coût monétaire, dans un premier temps, mais il n'y a pas juste ça. Je pense qu'il y a aussi vraiment l'expérience utilisateur où est-ce que les. Tu sais, des fois, il faut se rappeler que souvent, les gens ils font référence à un système, il faut juste que ça fonctionne. Tu sais, on le voit vu qu'on travaille beaucoup dans le manufacturier, il y a beaucoup de systèmes ERP qu'on va voir en implantation. Tu sais, quelqu'un qui travaille à la comptabilité ou quelqu'un qui est ingénieur de profession ou quelqu'un à la production, son désir d'expérience en termes d'utilisateur devant son ordinateur, on peut pas assumer que c'est la même que quelqu'un qui est un créatif, par exemple, au marketing ou un représentant des ventes. En fait, on est carrément des individus différents. Donc, les attentes sont différentes. Donc, c'est sûr que les équipes avec lesquelles, quand je dis on, partenaires ou juste en général là, dans les opérations de revenus, on va faire référence au marketing, aux ventes pour service à la clientèle. Service à la clientèle, c'est encore pas pire, on se rapproche des opérations, mais pour les deux autres, ça prend des interfaces qui sont honnêtement pas trop lourdes. Donc, de leur imposer un système à la Salesforce qui ressemble davantage des fois à une interface à la ERP ou une interface qui est lourde avec, bon, on va se le dire, il y a beaucoup de gens et tout. Déjà que c'est difficile d'encourager puis de mobiliser une équipe de vente à utiliser un système, déjà. En plus de ça, quand le système n'est pas beau puis que ça leur tente pas de l'utiliser, on va se dire les vraies choses, ça aide pas. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui entretenaient même des interfaces des gros Salesforce, mais personne les utilisait. Puis je parle d'expérience pour avoir parlé avec des clients avec qui on a fait des projets, mais c'était littéralement ça. Ils disaient, ben, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est tellement lourd. Fait qu'on l'utilise pas, même si on sait que c'est une belle machine puis que c'est hyper Puissant. puissant. Ben oui. C'est juste que c'est pas naturel dans notre quotidien. Moi, le Fait que premier, ça, c'est vraiment la deuxième raison, je pense, qui 100%. revient même au-delà des coûts, honnêtement, parce que les entreprises certainement ont les Ben, moyens, après, mais même c'est quand vraiment du coup, un choix, là. si on parle de HubSpot, ça reste un Ouais, CRM assez coûteux. On ne dira pas que, tu sais, oui, des fois, on se fait avoir, puis effectivement. il y en a beaucoup qui vont me dire, on se fait avoir, on est dans la formule gratuite, puis à chaque fois, il faut payer plus. Ça, c'est le modèle SaaS, hein, un modèle d'affaires au Exact. niveau du upsell qui est existant. Mais au final, ça reste que c'est une plateforme qui est quand même coûteuse. Fait que oui, c'est pas juste une question de coût, mais c'est aussi une question d'adoption. Puis l'adoption passe par l'expérience utilisateur. 100%. Puis si j'allais dire justement, moi le premier, je suis au vent, je suis un créatif, oui, je suis organisé, je pense que oui, j'ai des bonnes connaissances technologiques, mais la réalité, c'est qu'il faut que ça soit simple. Puis même dans notre propre instance HubSpot, quand on revoit les process, que ce soit ensemble, que ce soit avec l'équipe au niveau du leg, vente aux opérations, puis qu'on change quelque chose, des fois, je peux être réfractaire, moi le premier, puis pourtant, je suis là-dedans. Puis En fait, t'es pas un des pires, en pas fait. fort. Je veux dire, c'est celui qui fait sûrement le plus de résistance à chaque micro-changement qu'on fait. Mais non, mais tu représentes parfaitement le personnage-type avec lequel on travaille. Fait que, on peut pas changer ça, c'est la réalité. Mais Exact. ça fait juste démontrer écoute, on peut se prendre en exemple, puis il faut faire des petits pas. Puis c'est l'importance, justement, d'avoir la plateforme, malgré le fait qu'on veut une plateforme puissante, personnalisable, puis on va parler encore, on va revenir sur l'évolution, mais c'est déjà très important, mais favorisons une expérience utilisateur qui est clé parce qu'on le sait qu'il va y avoir 100%. une certaine, pas un désir nécessairement d'utiliser un processus et une technologie pour faire notre quotidien au niveau des ventes. Chez Lacoste, on accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs opérations de revenus grâce au CRM HubSpot et une approche RevOps adaptée à leur réalité. Vous souhaitez discuter de votre projet, que vous soyez sur le HubSpot CRM ou non, contactez-nous sur lacoste.com, lakhos.com, sous l'onglet Nous joindre. Retour au podcast. Quelque chose qui est intéressant aussi dans l'évolution que je voulais parler avec toi, puis on aura la chance de parler davantage des fameuses intégrations entre systèmes. Mais dans l'évolution du CRM, si je le reprends, fait que là, on est parti à avoir une plateforme plus intégrée. Évidemment, la différence entre une plateforme CRM qui est allée par acquisition, mais qui n'a pas nécessairement repris ces acquisitions-là en mode built-in, c'est-à-dire de les reconfigurer à même leur propre plateforme, mais là, ça devient des ponts à même leur plateforme, ce qui complexifie d'emblée l'interface, mais aussi l'utilisation, puis la personnalisation, puis la configuration du système.
Euh, Après, ça reste qu'un CRM reste un CRM. Donc, évidemment, on Ça, commence. ça c'est sûr. Ça, c'est pas un scoop là, que je suis en train de dire là. Mais c'est là où on va vouloir favoriser aussi des intégrations avec des systèmes autres. Puis je ne veux pas non plus trop embarquer, mais ça fait quand même partie des tendances puis de l'avenir de consolider, je pense, le maximum d'outils propres aux opérations de revenus dans un CRM. Mais le CRM n'a pas nécessairement remplacé le ERP. Les systèmes opérationnels, le CRM HubSpot, si on le prend en exemple, n'est pas un système comptable. Fait que oui, des fois, on peut être attiré vers juste des nouvelles tendances comme maintenant, on peut payer directement avec, Ça, mais il y a une ça, c'est un connectivité, peu le tu sais. petit danger que je trouve un petit peu récemment. Puis, tu sais, je ne vais pas t'en prêcher pour notre paroisse en disant ça. Puis, je suis capable d'être honnête. Et sans rentrer dans le technique des interactions, comme tu dis, on aura la chance d'en reparler. Mais ce que je trouve tranquillement, c'est qu'effectivement, on ne peut pas. Je suis vraiment défendeur qu'un système ne pourra jamais tout faire dans une entreprise. C'est correct de ne pas vouloir en avoir 100. On est toujours dans une optique de diminution, de garder l'écosystème tech le plus clean possible, mais c'est normal d'en avoir quelques-uns. Puis quand je dis quelques-uns, c'est pas deux. Tu sais, on pense souvent, ah, je vais un CRM puis un ERP, c'est réglé là. Oui, c'est peut-être les principaux qui ressortent facilement, les deux gros icebergs, mais il y en a plein de petits autour parce qu'on a besoin de add-ons, on a besoin de petites fonctionnalités. Puis à un moment donné, on ne peut pas tout avoir dans un seul et même système. Fait que déjà là, peut-être pour les gens qui nous écoutent, tu sais, un peu lâcher cette utopie-là de se dire, je vais avoir juste un système puis ça va être réglé. C'est normal d'avoir des petits add-ons, des petits logiciels compagnons. L'idée, c'est de faire des bons choix. Puis on aura la chance d'en reparler quand on parlera plus d'intégration. Euh, mais tout d'abord, je te dirais que dans un premier temps, ça, c'est normal d'en avoir quelques-uns. Puis il y a aussi le côté, comme tu disais, le côté est où la ligne? Tu sais, où est-ce que ça se coupe entre un système et un autre? C'est là que je veux dire que je ne vais pas tant défendre notre plateforme. Puis je pense qu'ils le font tous. Ils veulent quand même tout être le plus intégré possible. Donc, c'est bien, la philosophie puis l'idéologie est là. Mais à un moment donné, là, on commence à voir de la facturation même dans HubSpot. On commence à avoir des objets comme ça, de la gestion d'abonnement. Ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est optimal? Personnellement, je ne trouve pas. Puis c'est ce que je trouve qui devient un peu des fois là, difficile avec nos entreprises, avec les clients, c'est que ben, tu sais, quand on va sur le site Internet, on voit la features, donc on se dit ça va répondre aux besoins. Malheureusement, les softwares ne sont pas tous bâtis avec la même profondeur dans toutes les fonctionnalités. Donc, il y aura des sections qui sont vraiment profondes parce que ça fait des années que ça a été développé et c'est vraiment très, très customisé. Tandis que d'autres, on les sort pour marquer que c'est sorti, mais est-ce que c'est vraiment 100% abouti comme solution? Ben, peut-être pas. Fait que ça, c'est un discours que j'ai quand même souvent, de plus en plus, je te dirais. Là, on dirait justement à cause de l'accessibilité, c'est cool. Mais des fois, ça mène à des freins, surtout quand on ne connaît pas ça. Nous, bien évidemment, on connaît ça. Donc, on est tout le temps un peu l'autre bord de la médaille à devoir expliquer que non, non, comme tes factures, comme c'est correct si tu vends des formations en ligne, que tu es un solopreneur, puis que tu vends une formation à 1000 avec un landing page, puis que personne ne paye en ligne, cool. La plateforme va pouvoir t'aider à faire ça de façon intégrée. Tu es une entreprise organisée, une structure là, avec des employés, une production et tout, avec un autre système de gestion de production, un logiciel comptable. Ben là, comme on time out, là, comme on arrête ça là, on ne commencera pas à gérer sa facturation dans HubSpot ou dans n'importe quel CRM. Donc, c'est là où il va falloir peut-être plus valoriser une approche avec plusieurs systèmes à l'intégration. Là. Fait que Ben, c'est un, à réfléchir. c'est un bon point parce qu'on parlait que les CRM maintenant, ils font beaucoup d'acquisitions. Ils veulent devenir ben, des grosses bêtes, à vrai dire. Là. Ouais. C'est l'objectif. On a des gros Salesforce, HubSpot est dans la même lignée, Ouais. grosse concurrence. Microsoft Dynamics, même principe également. Les Zoho aussi, qui ont énormément de modules. Puis souvent, ça va être intéressant tu sais, de dire, hey, tu sais, on va aller sur un Zoho One, on va aller sur tous les modules, mais ce n'est pas nécessairement tous les modules qui vont répondre aux besoins précis. Ce n'est pas nécessairement tous les modules qu'on va aimer dans l'expérience utilisateur. Puis, tu sais, à ce niveau-là, je pense que c'est important de reconnaître que oui, les CRM, si on veut parler de tendance, puis où est-ce que ça s'en va, ben, il va y avoir de plus en plus d'outils d'intégrer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les meilleurs. Non. Donc, c'est quand même de les C'est comprendre. triste à dire, mais Ouais. c'est pas parce que c'est développé nécessairement par la plateforme en elle-même. C'est pas parce que, exemple, Zoho a fait une suite complète que nécessairement tous les outils de la suite complète sont vraiment bons. Il y en a que oui, il y en a peut-être moins. Bon, après ça, c'est une question de perspective de chacun. Fait que c'est là un peu le défi. Puis je me mets à la place d'une entreprise. Là. Mettons, moi, demain matin, j'enlève tout mon cerveau, puis je connais rien à ce qu'on fait. Et j'avoue que c'est un environnement qui est quand même un peu difficile à naviguer. Tu sais, avec le marketing qu'il y a aujourd'hui, c'est tellement rendu beau, une plateforme, c'est tellement. Ils te présentent ça comme étant un peu révolutionnaire. Fait que quelqu'un moindrement un peu pas assez critique ou qui a peut-être pas assez les connaissances techniques,
peut facilement tomber dans le piège. Puis, ben, tu sais, ce qui arrive, c'est que nous, on pense avoir une vérité, mais on va être assez honnête pour se dire que ce que je dis n'est peut-être pas la vérité ultime. Fait que peut-être qu'un autre consultant, un autre partenaire va dire quelque chose de différent. Est-ce qu'il y a un parti pris ou pas? Y a-t-il un avantage à dire? Fait que c'est un peu ça, mais ça, it is what it is, là. C'est ce qu'on appelle le business, puis c'est comme ça depuis toujours. Mais je me mets à la place des clients, puis c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire un choix qui est éclairé, puis 100% neutre, honnêtement. On s'efforce de le faire, euh, mais c'est pas toujours facile, là. Non, tout à fait. Puis, dans cette évolution-là, moi, j'ai un discours aussi, puis du moins un conseil. Souvent, en fait, je fais des rencontres euh, avec des entreprises qui n'ont pas nécessairement de CRM, puis qui n'ont pas encore fait un premier step, puis qui se disent, on va regarder tous les features, puis on veut savoir où est-ce qu'il va aller. Je veux pas de break. Je veux pas un CRM qui, arrivé dans un an, écoute, il ne suivra pas mon évolution. Moi, ce que je réponds à ça, c'est que inquiétez-vous pas si vous allez vers une plateforme comme un HubSpot, un Salesforce, un Zoho, puis on ne les nommera pas tous. Ça m'étonnerait qu'ils vous freinent dans votre évolution. Ils sont tellement avancés, il y a plein de micro-détails, puis la vérité, c'est qu'ils ne cessent d'avancer. Donc, continuez à faire des acquisitions, continuez à développer. Il y a plus de chances que l'entreprise ait de la misère à suivre que Exactement. l'inverse, C'est ce que en j'allais général, dire. là. C'est ce que j'allais Ouais. dire. Parce que à toutes les semaines, corrige-moi, mais à toutes les semaines, il y a des private beta, il y a des product updates, donc Ouais. des updates de nouvelles fonctionnalités dans le CRM qui sortent à toutes les semaines. Puis Ça honnêtement, n'arrête jamais. Hein. juste pour le prouver, là, j'ai pas les chiffres exacts là devant moi, mais tu sais, je pense que ça peut être intéressant si on le met en description du podcast ou un article qui suivra peut-être là, pour ceux qui nous écoutent. J'avais vu un graphique récemment, je pense que c'est la semaine dernière, en fait, qui montrait les investissements en recherche et développement. Encore, je vais être fatigant, je vais encore parler de comparer avec Salesforce, mais it is what it is, c'est nos deux gros. Puis il comparait l'investissement en recherche et développement de HubSpot et de Salesforce sur, je pense que c'était les 10 dernières années. Si je ne me trompe pas, on pourra regarder le graphique, il me semble que c'était ça. Puis on voyait vraiment, tout d'abord, dans les deux cas, dans les deux plateformes, une montée fulgurante en investissement. Ça, c'était indéniable. Ouais. Mais côté HubSpot, surprenamment, puis Salesforce, en termes de valorisation monétaire, là, je veux dire, en bourse et tout, ça doit être 10 fois, peut-être 20 fois plus gros qu'HubSpot. Je ne sais pas, j'ai encore une fois pas les chiffres devant moi, mais ils ont clairement les capacités financières. HubSpot investit davantage en recherche-développement que Salesforce, surtout dans les 5 dernières années. Là, on voit vraiment les graphiques, ils les dépassent à toutes les années, malgré que les autres ont quand même les moyens. Donc ça, je trouve que ça en dit quand même beaucoup sur pas juste la force, la stabilité financière de la plateforme, mais aussi où est-ce qu'ils décident de mettre leur argent. Puis clairement, HubSpot, on l'a remarqué, n'importe quel utilisateur d'HubSpot actuellement, Ah. ou partenaire, firme, quelqu'un qui connaît de près la plateforme, pourra pas s'ostiner avec moi que depuis 5 ans, ils ont comme une fusée. Il y a vraiment une fusée dans les fesses. Ils n'arrêtent pas de sortir des fonctionnalités à toutes les semaines. Puis quand on s'approche du Inbound, qui est l'événement annuel là, qu'HubSpot organise à tous les ans, soit dit en passant cette année, début septembre, à San Francisco pour la première fois, Ouais. faire un petit coucou au headquarter de Salesforce. Quand on se rapproche de cette date-là, tous les années, là, c'est une vague assez intense. Fait qu'en ce moment, là, on le voit, on le ressent. On est bien excité de voir ce qui s'en vient aussi, là. Ça va. Non, mais c'est un bon point. Puis oui, tu sais, ma réponse à ça, c'est que la plateforme évolue énormément. Non seulement ils investissent, quand ils font des acquisitions, ils font en sorte de build-in l'application. Je parle pour HubSpot principalement, mais on le voit, même Salesforce veulent le faire d'emblée. Donc, même dans leur modèle, ils sont en train de justement faire ce switch-là. Donc, c'est extrêmement. L'évolution est assez incroyable. Donc, oui, ma réponse à ça, c'est inquiétez-vous pas, la plateforme va suivre. Mais ma recommandation, c'est de faites un premier pas. Puis pour les entreprises qui sont déjà avancées dans la plateforme et qui accotent un petit peu l'évolution, ben, tant mieux, vous allez voir, il y a beaucoup de différentes fonctionnalités. Puis j'ai tendance à dire que de pousser la note, c'est toujours possible maintenant avec l'intelligence artificielle, avec les différentes intégrations, on va en parler. Il y a sky's the limit à un certain moment donné, mais faire le premier pas, puis de juste consolider nos efforts dans une plateforme aussi puissante que les plateformes qu'on a nommées. Vous avez en masse pour vous amuser, puis justement de donner du travail à des partenaires d'intégration, ça c'est clair. Je veux quand même qu'on parle, quand on parle d'avenir du CRM, j'ai fait un clin d'œil à ça, l'intelligence artificielle. Oui. Là, gros buzzword, là, c'est rendu que tous les CRM maintenant. Familia. Ah ouais, Einstein, Breeze, AI, Copilot, let's go, on booste l'IA. Moi, je fais des rencontres de vente. L'entreprise n'a même pas de CRM encore dans des fichiers Excel. C'est comme de quelle manière je peux intégrer l'IA. Tu sais, comme je comprends, c'est hot. Moi, le premier, je suis excité
Je suis excité incroyablement là, à chaque fois que je vois de l'IA, moi, popper, je suis comme, hey, on va aller tester des affaires. La vérité, puis je veux t'entendre là-dessus, mais moi, la vérité, utiliser l'IA dans mon quotidien, on le fait. Les chats GPT de ce monde, évidemment, on le fait. Ouais. On est même en train de pousser la note sur des prompts, sur de quelle manière on peut plus efficacement prendre des Je notes pense et que tout tout. le monde le Je fait un pense que peu c'est à c'est différents indéniable. degrés, puis c'est ça. Mais de là à dire, hey, mon CRM, quand on regarde HubSpot, pour être plus spécifique, puis on va en parler dans un autre épisode, on va parler spécifiquement des fonctionnalités, mais l'IA intégrée avec les agents, puis que là, tout d'un coup, là, le Breeze, le data enrichment, donc l'enrichissement de données, ça va révolutionner complètement ton utilisation. Time out, là. Ouais, ouais. Comme, faut pas oublier, il y a un aspect marketing à ça pour t'amener justement dans les tendances du CRM, puis ça évolue, puis ça va être incroyable, c'est sûr et certain. Vous voyez juste l'évolution de l'IA dans les dernières années, c'est incroyable. Mais là, à ce jour, non, on n'a pas un robot IA qui va travailler à notre place, puis nous autres, les reps, les vendeurs, on est assis dans notre salon, puis tout travaille tout seul, là. La réalité, c'est qu'on est dans un monde plus compétitif, où l'accessibilité de l'information est encore plus accessible, tout simplement. Avec cette compétitivité-là, ça fait que ta personnalisation devient excessivement importante, puis l'expérience que tu donnes quand tu vends, elle est excessivement importante. Fait que si tu reposes que sur l'IA, malheureusement, ta personnalisation, à ce jour, il y a manière de venir s'appuyer sur ça. Mais de dire que moi, j'ai un agent de prospection qui va travailler à ma place dans mon système puis que moi, j'ai plus besoin de rien On n'est pas faire, là, on n'est pas là. on n'est pas là. Je Bah, voulais, je voulais le dire. ouais, ouais, non, mais c'est correct. Il faut se dire les vraies choses, puis je pense que c'est le cas sur n'importe quelle plateforme encore à ce jour. Là, on en voit tellement sortir, puis c'est vraiment cool, honnêtement, puis ça avance rapidement. Donc, on pourra peut-être en reparler dans un an ou deux, ça sera peut-être différent, mais Mhm. pour l'instant, même moi, je trouve qu'il y a tellement encore beaucoup de travail à faire sur juste l'adoption, puis mobiliser une équipe, une entreprise à aller de l'avant, plus une équipe, mais surtout même le leadership à dire on va investir temps et argent dans un système, puis dans une. Au-delà du système, c'est surtout une stratégie, avoir un CRM, là, c'est plus que juste un système. Fait que de juste s'habituer à piloter par la donnée et tout, ça a l'air bien buzzword un peu, parce qu'il y a des années qu'on dit ça. Mais honnêtement, personne ne le fait. Très peu. Fait que, bon, commençons par ça. Puis qui dit AI dit data. Fait que s'il n'y a pas de data, ben, AI est un peu limité. Puis je suis vraiment pas le premier à le dire, là. Tout le monde le répète depuis les derniers mois, dernières années. Donc, je suis comme encore fervent défendeur, un peu le gars plate, malgré que je suis un gars très techie, très techno. On peut-tu juste commencer à utiliser la plateforme, commencer à l'adopter, enfargez-vous pas dans les fleurs du tapis si c'est votre premier CRM ou vous venez de l'avoir. Comme, donnez le temps à votre équipe de s'habituer. C'est tout le temps aussi une question de génération. Tu sais. C'est plate à dire, mais des fois, des plus jeunes équipes, oui, vont l'avoir plus facile. Et plus tu es né là-dedans, plus c'est facile. Moins tu as été t'es né, élevé dans la technologie, encore moins dans l'IA, plus un peu la courbe du changement va être à faire. On n'est pas si vieux que ça. Puis franchement, l'IA, ça prend un petit moment avant que je devienne un peu passionné. Puis je fasse comme, oh, OK, my God, il y a vraiment quelque chose à faire. Je peux le dire, j'ai été un peu en retard, surprenamment pour peut-être beaucoup de monde dans mon réseau, du monde autour de moi. Je pense qu'il y a du monde qui était vraiment plus novateur que moi et nous en tant qu'entreprise côté IA dans les débuts, même si c'était encore nouveau puis que c'était encore un peu bancal des fois comme solution. Mais même moi, j'ai quand même attendu plusieurs mois avant de me dire, ah, ben, je vais aller voir ce que ça donne tout ça, puis je vais aller m'amuser, jouer un peu avec ça. Fait que je dirais, tu sais, même HubSpot a vraiment des bons outils qui ont commencé à sortir avec Breeze. Ils ont commencé à faire vraiment une belle offre de produits intéressante avec les agents, Mhm. que ce soit, comme tu dis, en prospection, au niveau service à la clientèle également. Mais je pense que où ce que ça va faire la vraie différence, puis on est là, là. Je pense qu'on est à quelques mois de vraiment un déploiement peut-être plus majeur à grande échelle pour que ça soit utilisé dans un écosystème. L'IA, je pense que ça va devenir performant quand ça va être intégré à votre écosystème au complet et non dans des petits plugins ou dans des petites solutions individualisées. Parce que chaque software sort ses fonctionnalités d'IA, sont toutes connectées dans les mêmes outils en arrière. Que ce soit OpenAI, que ce soit Claude, que ce soit, bon, il y en a 4-5 gros modèles ça, ils sont tous connectés sur la même tech en arrière. Fait qu'ils ont beau le brander comme ils veulent, puis le mettre dans leurs produits, mais fondamentalement, euh, ils font ce que vous pourriez faire de votre côté, juste, on va dire, framé, donc pré-mâché d'un certain sens. Donc, sans vouloir rendre ça peut-être trop basic pour les experts de l'IA, je ne suis pas un expert de l'IA, mais essentiellement, c'est un peu ça. Il faut se dire les vraies choses. Mais je pense que ce qui va devenir intéressant, puis HubSpot a fait un grand move. Premier CRM à devenir MCP powered. MCP, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, on en rajoute un de plus, un terme dans le dictionnaire. On avait avant les API,
Application Programming Interface, qui sont rendus, je pense, aujourd'hui très connus par tout le monde, donc qui est si on veut, une interface qui permet à un software de s'exposer, on va dire, au grand public, donc à des développeurs, donc ils peuvent se connecter, accéder aux données du dit logiciel. Ça se voit beaucoup dans le SaaS aujourd'hui. La plupart des softwares ont des API, soit publics ou en accès privé. Puis là, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit ça? Ça nécessite quand même un programmeur qui va programmer ce qu'on appelle les requêtes, donc les fameux calls en API pour faire les différents scénarios d'intégration. Cependant, ça nécessite un humain quand même. Donc, pour l'IA, c'était pas encore top pour accéder aux données. Un nouveau protocole, si on veut, si on peut appeler ça comme ça, qui est sorti, puis c'est quand même récent, dans la dernière année, je crois. Le Model Context Protocol, donc MCP, pour aller faire des recherches là-dessus, qui est essentiellement, en fait, un peu le même principe qu'un API, mais pour l'IA. Donc, ça fait en sorte qu'un software devient, en fait, compatible aux requêtes de l'IA. Donc, à même titre qu'on le faisait pour un développeur, mais là, maintenant, on le fait pour l'IA. Fait que ça veut dire que HubSpot, récemment, puis je pense que ça fait 2 mois, peut-être 3, au gros maximum, si je ne m'abuse pas, ils ont en fait annoncé comme quoi qu'ils étaient rendus en fait officiellement Open MCP. Donc, si on voit, il y a comme une librairie. Si vous allez chercher ça sur Google, vous allez voir, il n'y en a pas des millions de SaaS qui sont MCP encore. Là, ça vient de plus en plus à toutes les semaines, à tous les mois. C'était vraiment le premier CRM. Fait que ça démontre quand même un peu leur vision novateur à vouloir être exposé, si on veut, à un écosystème plus large qu'eux-mêmes. Puis je pense que c'est vraiment là la vraie force de base d'un écosystème, mais encore plus quand tu viens plugger l'IA, ben là, c'est tous les données mélangées ensemble parce qu'au final, les données, c'est pas juste le CRM. Il y a l'ERP, il y a la gestion des commandes, il y a des trucs RH. Donc là, quand on vient tout un peu interconnecter nos systèmes entre eux, qui permettent à l'IA de pouvoir aller requérir de l'information comme bon lui semble, ben là, c'est là où on va avoir des résultats, je pense, puis des réponses qui vont être vraiment, vraiment intenses. Fait que c'est encore vraiment nouveau. Je ne me prétends pas encore expert à ce niveau, mais je fais beaucoup de recherches. Vraiment quelque chose d'intéressant là, qui s'en vient par rapport à ça. Très sharp. En fait, ça démontre l'évolution. Ça Ouais. démontre les tangentes, la tendance surtout. Puis mot d'ordre, tu sais, si on termine là-dessus, c'est qu'on voit où ce que les CRM s'en vont. C'est incroyable. Ils suivent la tendance IA, ça c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il y a quand même un premier move, un premier pas qui est indéniable à faire, qui est d'automatiser vos processus avant de penser au prédictif, selon moi. Puis, tu sais, pas besoin d'attendre 10 ans, là, pas d'être en retard, là. Mais si vous n'avez pas encore de plateforme SaaS, Cloud, CRM, où vous centralisez votre relation client, puis qui est du moins connecté moindrement un peu à vos opérations, ça serait le premier move à faire, je pense, pour suivre la tangente le plus rapidement possible. 100% honnêtement. Puis, ouais, il faut le faire, là. Il faut faire le move. Que ce soit en CRM ou dans n'importe quel système, il est vraiment temps de juste, comme, il faut se donner un petit claque. Il faut numériser, en fait, son entreprise. Donc, tout ce qui n'est encore pas numérisé puis qui est papier, honnêtement. Tu sais, avant, c'était comme, il faut le faire parce qu'on devenait plus productif. Ben là, c'est juste, il faut que vous le fassiez parce que vous allez juste être malheureusement out of the game parce que dans pas long, ben, vos fournisseurs, clients et tout, je sais pas où ça s'en va. Mais on va devenir des entreprises vraiment, des humains, des entreprises connectées, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on C'est soit vrai, c'est d'accord ou vrai. pas d'accord, c'est là qu'on s'en Ah, va. start is cool, là. 100%. Puis, ben, il faut se numériser, sinon vous allez vraiment être laissé pour compte. Fait que pas besoin de ni fou, faites pas le plus gros projet de l'univers, mais faites-le à l'interne comme vous voulez, mais faites-le. Comme ça, quand il viendra le temps, ben, vous n'allez pas être trop tard. Puis quand je dis trop tard, là, c'est dans 1 an, 2 ans, au gros maximum. Fait que je pense que c'est là. Même vous êtes déjà en retard. Si c'est pas fait, vous Ça, êtes en 100%. retard. Écoute, on finit là-dessus. Un gros merci, Anto, pour ta participation à ce premier épisode. Merci pour l'initiative. Puis, C'est cool que vous ayez reparti ça à l'interne. écoute, on relance ça. Il va y avoir d'autres épisodes, évidemment, qui vont sortir. Donc, l'idée, c'est d'avoir ces capsules-là un petit peu plus internes, plus axées sur l'expertise. C'est des discussions que Anthony et moi, on a dans l'auto. On a avec l'équipe même lors de lunch. Donc, l'idée, c'est de vous partager ce qui est dans notre tête. On se le fait souvent demander. Donc un gros merci de participer. Donc, ça conclut encore une fois pour ceux et celles qui nous écoutent. Abonnez-vous, que ce soit Spotify, votre plateforme de balado préférée, à vrai dire. Abonnez-vous, vous allez recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode va sortir. On a aussi notre infolette qui va, évidemment, qui mage un petit peu plus nos nouveautés, nos nouvelles d'entreprise, mais qui va aussi exposer les derniers épisodes du podcast Expérience 4.0. Donc, merci pour votre écoute et je vous dis au prochain épisode.